C'est l'heure du second débat de ce Sens Public consacré au premier pas du Premier ministre Le Cornu et à cette question qui l'accompagne déjà 24 heures après sa nomination. Combien de temps va-t-il tenir? Peut-il obtenir la non-censure du Parti Socialiste et à quel prix? Avant d'en débattre, le récit de cette première journée sur le siège éjectable de Matignon. Clémentine Louise. Je ne vais pas faire de grands discours puisque cette instabilité et la crise politique et parlementaire que nous connaissons commandent à l'humilité et à la sobriété. Tellement sobre que le discours du nouveau Premier ministre a duré à peine 3 minutes. Mais cela a suffi à l'ex-ministre des Armées pour fustiger la méthode de son prédécesseur. Il va falloir aussi changer, être sûrement plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions. J'aurai l'occasion d'y revenir. Sébastien Lecornu a néanmoins salué l'extraordinaire courage du Premier ministre démissionnaire avant d'annoncer un vrai changement de politique. Il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme. Et pas que dans la méthode. Des ruptures aussi sur le fond. Dès cet après-midi, je vais recevoir les premières forces politiques. Dans les tout prochains jours, les forces politiques et les forces syndicales. Et j'aurai l'occasion de m'exprimer prochainement devant les Françaises et les Français. Présenté comme un négociateur habile, le nouveau Premier ministre s'est lancé dans des négociations avec les partis politiques dès la fin de son discours. Premier reçu, le MoDem de Marc Fesneau, puis Gabriel Attal pour Renaissance. Et pour clore les rencontres, le chef de file des Républicains Bruno Retailleau et enfin Édouard Philippe du parti Horizon. Dans un contexte de blocage national, Sébastien Lecornu terminera sa journée à la cellule interministérielle de crise du ministère de l'Intérieur. Sébastien Lecornu dans l'enfer de Matignon, voilà le titre de notre débat avec Lucille Schmitt. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes présidente du cercle de réflexion La Fabrique écologique. Alexandre Pedro, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique en charge de la droite au Monde. Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous aussi, directeur délégué chez Harris Interactive. Et Jean-Sébastien Ferjou, éditorialiste pour Sens Public. Qu'est-ce que vous... Je commence avec la passation de pouvoir, là, ce premier discours de Sébastien Lecornu dans ce rôle de Premier ministre. Qu'est-ce que vous en retenez, Lucille Schmitt? L'absence de discours, en fait, c'est ça que je trouve important des deux côtés, alors qu'on sait bien que être en politique, c'est apprendre à faire des discours, apprendre à faire un peu de littérature sur tout et n'importe quoi. Là, il y a sans doute le sentiment que le moment est grave, et puis il ne faut pas trop s'avancer, je pense aussi. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de gens disent qu'il est déjà en sursis, vous savez, je me disais, on essaie de lui trouver des qualités, mais la situation est impossible. Ouais, effectivement, ici, il y a vraiment un contraste entre cette passation de pouvoir et les précédentes, que ce soit entre Michel Barnier et François Bayrou, ou entre Gabriel Attal et Michel Barnier, où là, effectivement, il y avait eu des discours assez longs, un peu de joute verbale entre les uns et les autres. Alexandre Pedro, vous dites quoi? Humilité? Moins de 5 minutes de discours ou alors un manque de souffle ou d'ambition? C'est le style Lecornu, qui est quelqu'un de discret, qui ne fait pas d'esbrouf, qui n'est pas qu'un communicant, plus un politique. Donc, il va quand même devoir à un moment un peu fendre l'armure, nous parler, essayer d'un petit peu emmener un peu plus les gens. Et bon, peut-être qu'il a prévu ça dans un second temps. C'était pas le jour pour le faire, peut-être. Oui, peut-être qu'il voulait être discret aussi en cette journée de manifestation et de blocage. Est-ce qu'il peut, alors je prends plein de pincettes pour poser cette question, Jean-Daniel Lévy, Sébastien Lecornu bénéficier d'un mini état de grâce? Ça, on va le savoir très vite, mais les conditions ne semblent pas réunies préalablement pour qu'ils puissent en bénéficier. Il y a à ce titre-là l'exemple de Michel Barnier, l'exemple de François Bayrou, qui n'ont pas du tout bénéficié d'un état de grâce. Il y a aussi le fait que, sans vouloir être injurieux à l'égard de l'ancien ministre des Armées, comme on dit parfois publiquement, une notoriété à parfaire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'était pas très connu de la part des Françaises et des Français, et même si c'était un des ministres les plus appréciés d'un point de vue général, savoir qui il est, son parcours politique, ses orientations et sa spécificité, je pense que les Français, en tout cas jusqu'à ce soir, sont en grande difficulté pour pouvoir nous décrire. D'ailleurs, on a prévu d'y répondre avec un portrait dans quelques minutes. Et donc ça va y participer et ils vont pouvoir se forger un avis. Mais ça peut se faire éventuellement sur le style. Il y avait peut-être un point que j'ai trouvé un peu surprenant d'ailleurs dans sa déclaration sur le perron de Matignon, c'est que
il y a presque un petit goût de cohabitation. Alors on sait qu'il n'est pas là-dedans, etc., mais il a quand même parlé d'une forme de rupture par rapport à ce qui a été fait par François Bayrou. Il a utilisé des termes en disant qu'on peut faire mieux, et c'est quand même pas rien de dire cela comme ça. Il n'a pas dit différemment. Et donc, en fait, il y a aussi une petite impulsion ou présentation qui n'est pas complètement dans la lignée de dire je vais faire ce que m'a dit de faire Emmanuel Macron et on va poursuivre, etc., avec une forme de, au moins dans la première prise de parole, d'autonomisation et par rapport à François Bayrou et un peu en implicite à l'égard du président de la République. Oui, avec donc ce contexte, journée de manifestation avec le mouvement Bloquons Tout auquel on a consacré notre premier débat, ces chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur qui viennent de nous parvenir grâce à nos confrères de l'agence France Presse, quelques 175 000 personnes qui participaient aux 550 rassemblements et 262 blocages recensés ce mercredi à 17h45 en France. Voilà les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, avec un Emmanuel Macron qui n'a pas attendu finalement le bilan de cette journée pour nommer Sébastien Lecornu. Comment vous expliquez ce choix, Lucille Schmitt ? Moi, je pense qu'il a très vite refermé le jeu. Moi, c'est ça qui me marque, parce que je me disais qu'avec l'offre de service d'Olivier Faure, il y avait en tout cas la possibilité d'un autre chemin. Et on sait que Sébastien Lecornu, son nom avait été évoqué au moment où François Bayrou a été nommé, puisque c'était le candidat apparemment favori d'Emmanuel Macron. Donc c'est assez étrange de faire déjà comme si ce qu'a fait François Bayrou était une parenthèse, donc comme si on revenait à la case départ. Moi, je trouve ça critiquable. Et puis je pense que ne pas donner une chance à la gauche, c'est une deuxième fois après ce qui s'est passé autour de la proposition de Lucie Castet. Et cette fois-ci, le Parti socialiste avait clairement assumé avec son contre-budget cette proposition. Donc il faut se poser ensemble la question, me semble-t-il, de pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne donne pas une chance à la gauche. Ça serait pourtant, me semble-t-il aussi, une bonne manière de partager cette question de la responsabilité en période difficile. Parce que là, on voit bien chez les manifestants, Place de la République à Paris, on voit bien que toutes les pancartes, c'est contre Emmanuel Macron. C'est pas contre les autres. Oui. Et donc, un tout petit peu contre Sébastien Lecornu, on voit qu'elle a été faite en urgence, mais d'abord contre Emmanuel Macron. Parce qu'on pense que c'est le sbire de Macron. Oui. Donc toute la question, c'est pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron veut continuer à être de cette manière, dans une situation aussi difficile, quelqu'un qui assume l'entièreté des responsabilités, y compris sur le fait du blocage institutionnel. Alors, on va détailler un peu le parcours politique de Sébastien Lecornu dans un instant, mais on peut déjà dire, Alexandre Pedro, que c'est un choix qui va plaire à la droite, ou en tout cas au LR. Clairement. C'est vrai qu'il a été perçu un moment comme un traître quand il est parti, quand il a quitté LR pour suivre En Marche avec Bruno Le Maire, il y avait aussi Thierry Solère, il y avait Édouard Philippe, bien sûr, et Gérald Darmanin, c'était les cinq traîtres. Mais cette image est un peu oubliée. En plus, oui, il y avait des figures un peu plus médiatiques que lui. C'était le moins que des 5, donc il y avait cet avantage-là de passer entre les gouttes. Mais c'est marrant parce que j'ai relu un peu les archives, et c'était le plus critique contre la droite. Il y avait des phrases très très fortes contre LR, en disant que LR est en train de devenir le parti, que LR il n'avait plus rien à faire avec des gens comme Laurent Wauquiez, qu'il y avait une dérive identitaire. Donc il est très très sévère. Ça datait de 2019-2021. Mais j'étais ce week-end à Port-Marly pour la rentrée de la droite. Et honnêtement, Bruno Retailleau nous a bien fait comprendre que Sébastien Lecornu à Matignon, ça lui allait très bien. Oui. Qu'il avait des bonnes relations avec lui, qu'il n'y a pas d'antécédent entre les deux hommes. Et que, voilà, c'était vraiment le choix privilégié de la droite. Alors vous avez, Jean-Daniel Lévy, sondé les Français sur les personnalités qu'ils souhaitaient pour Matignon. C'était avant la nomination de Sébastien Lecornu. On vous a montré ce sondage hier, double dose de publicité pour Harris Interactive. Vous allez pouvoir nous remercier. C'est déjà dans notre débat hier. Mais il reste intéressant ce sondage parce que on voit Jordan Bardella, Marine Le Pen arriver en tête. Sébastien Lecornu en 7e position. La question, seriez-vous favorable parce que le président de la République nomme telle personnalité, 28% disent Sébastien Lecornu. Et alors, ce qui est intéressant, si on rentre dans le détail, et c'est là que je vais vous demander un peu plus de précision, par quels électeurs est-il le plus soutenu ? Par les électeurs Renaissance, forcément ? Par les électeurs Renaissance, il n'y a pas de surprise. Voilà. Donc, par les électeurs Renaissance et par les électeurs qui sont proches des Républicains, où en général, il est dans le trio de tête des personnalités. Non seulement parce qu'il est le plus identifié, et d'autre part parce que quand on regarde dans le détail, le terme de traître n'est pas forcément celui qui a été le plus accolé, en tout cas d'un point de vue d'opinion, à l'égard de Sébastien Lecornu. Il a occupé, qui plus est, des fonctions qui sont en tout cas
dernièrement des fonctions régaliennes. Et on a pu voir qu'au cours de la période récente, il n'a pas été sur une attitude qui était une attitude de combat à l'égard des LR. Il a pu avoir effectivement un certain nombre de phrases par rapport à la dérive, mais en tout cas, il a donné des signaux à la droite et n'a pas donné le sentiment qu'il avait complètement oublié une partie de son passage historique. Ce qui est assez frappant d'ailleurs, c'est qu'on peut voir que même des personnalités pour lesquelles il y a pu avoir plus de critiques, Gérald Darmanin, voire éventuellement Édouard Philippe, sont souvent assez appréciés, même de la part des LR, quand bien même ils ont rejoint le camp macroniste. Alors, j'évoquais la mobilisation dans le cadre du mouvement Bloquons tout. Quentin Calmet et Jean-Baptiste Gaillot sont allés à la rencontre de certains de ces manifestants pour leur demander justement si la nomination de ce nouveau Premier ministre les avait désarçonnés, mobilisés. Voilà la réponse. Effectivement, ça n'a pas échappé aux manifestants, la nomination de Sébastien Lecornu. Certains nous en ont même parlé d'eux-mêmes lorsqu'on les interrogeait sur la raison de leur venue, place de la République. Écoutez ce premier manifestant qu'on a rencontré tout à l'heure. Moi, ce que je ressens en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui se dit de toute façon, un gouvernement ou un autre, ça ne changera rien. Ça va toujours dans le même sens. Ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça. Et donc, c'est le cas avec Lecornu, c'est le cas avec le gouvernement d'avant, c'était le cas avec le gouvernement du Parti Socialiste avant, c'est le cas en fait pour tous les gouvernements. Et donc, qu'on se dise on ne croit plus à ces gens-là et il faut qu'on se batte nous-mêmes pour défendre nos intérêts, ça c'est un truc positif et je pense que c'est cette prise de conscience-là qu'il faut avoir. D'autres manifestants avaient même préparé des pancartes spécialement pour évoquer la nomination de Sébastien Lecornu. Vous voyez, une deuxième rencontre qu'on a fait dans le quartier il y a quelques heures. Je trouve ça incroyable que après les élections en juin dernier, en juin de l'année dernière, qu'ils se maintiennent, qu'on maintienne un Lecornu. Je trouve ça aberrant. Est-ce que ça a joué dans votre mobilisation? Est-ce que ça vous a encore plus énervé? Oui, ça m'a mobilisé. Enfin, j'étais déterminée de toute façon à faire grève aujourd'hui et à venir manifester, mais évidemment, il est venu au cœur de nos slogans. Ouais. Vous pouvez nous dire votre slogan? Mon slogan, c'est Lecornu. Ta nomination m'exaspère autant, tout autant que celle de ton prédécesseur. Voilà, les manifestants qui n'avaient pas beaucoup d'illusions sur la nomination d'un nouveau Premier ministre ces jours-ci, mais qui se sentent ravigorés dans leur motivation, dans cette lutte sociale aujourd'hui par cette nouvelle nomination. Merci beaucoup à Quentin Calmet qui a donc enregistré son papier un petit peu plus tôt parce que c'était compliqué de faire du direct depuis la place de la République. Ce soir, j'accueille de nouveau Steve Jourdain et rebonsoir Steve. Bonsoir. Parce qu'on l'a dit, il y a peut-être un déficit de notoriété pour Sébastien Lecornu et vous allez donc répondre à un certain nombre de questions que se posent certainement nos téléspectateurs et téléspectatrices. On peut déjà dire que c'est un politique professionnel en quelque sorte. Qu'il est loin Thomas, le temps où Nicolas Sarkozy l'avait baptisé le cornichon. Vous vous en souvenez peut-être, c'était une manière pour l'ancien président d'insister sur le fait que personne ne le connaissait vraiment, personne ne connaissait son nom. C'était en 2017 et depuis les choses ont changé. On va voir son CV, Thomas. Sébastien Lecornu, c'est un homme de droite originaire du Val d'Oise. Il rejoint l'UMP à l'âge de 16 ans. En 2014, il devient maire de la petite ville de Vernon dans l'Eure. Il a alors seulement 27 ans. En 2015, grâce au soutien de Bruno Le Maire, son mentor politique, il devient président du conseil départemental. En 2017, il entre dans le deuxième gouvernement d'Édouard Philippe. Alors, c'est pas un macroniste de la première heure, mais il est séduit, comme d'autres, à droite par le discours d'Emmanuel Macron, qui lui offre d'abord un secrétariat d'État au ministère de la Transition écologique, puis le ministère des collectivités territoriales et puis celui des armées. 2020, il est élu sénateur à l'âge de seulement 34 ans. C'est un sénateur un peu particulier, car comme il est ministre, il n'a pas le droit de siéger en même temps. On ne l'a donc jamais vu ici dans l'hémicycle avec ses habits de sénateur. Oui, d'ailleurs, à l'époque, il est présenté comme un amoureux de la Chambre haute. Oui, regardez ce que déclarait à l'époque un député En Marche. Sébastien se voit déjà prochain président du Sénat. C'est son rêve absolu. Cette ambition avait crispé un certain nombre de responsables de droite ici. Il faudra donc guetter les relations entre Matignon et le Sénat. Ce qui est sûr, c'est que si ça se passe mal dans les mois qui viennent à Matignon, Sébastien Lecornu pourra, s'il le souhaite, revenir au Sénat puisqu'il est élu jusqu'en 2026. Thomas. Et quel est son bilan politique? Parmi ses faits d'armes, l'adoption de la loi de programmation militaire 2024-2030. C'est un texte qui prévoit une forte augmentation du budget accordé aux armées et un effort de rénovation des équipements
équipements. Sébastien Lecornu parvient à la faire adopter en un an sans recourir à l'article 49.3, ce qui lui vaut l'image d'un homme de dialogue. C'est un ministre qui est décrit comme sérieux, travailleur, pondéré, mais il faut aussi parler de ses échecs. Thomas, quand il était ministre des Outre-mer, il n'a pas tout bien fait, notamment avec la Nouvelle-Calédonie. Les indépendantistes ont par exemple boycotté le 3e référendum sur l'indépendance prévu dans l'accord de Nouméa. En cause, l'inflexibilité du ministre qui a refusé de repousser la date du scrutin. Les indépendantistes gardent un très mauvais souvenir de lui et l'attendent aujourd'hui au tournant. Et puis s'il est aujourd'hui à Matignon, c'est sans doute aussi qu'il ne suscite pas de rejet rédhibitoire du côté du Rassemblement national. Oui, c'est peut-être le macroniste qui est perçu comme le moins hostile au parti. En juillet 2024, le journal Libération révélait l'existence d'un dîner secret entre Sébastien Lecornu et Marine Le Pen. Le nouveau Premier ministre a toujours tenu à traiter, comme on dit, le parti d'extrême droite. En avril dernier, le Canard enchaîné révélait à son tour que Sébastien Lecornu avait reçu Marine Le Pen et Jordan Bardella au ministère de la Défense. À voir si tous ces efforts seront utiles au moment du budget pour obtenir, pourquoi pas, la neutralité du RN au moment du vote. Merci beaucoup Steve. Donc c'est, on va dire, bonne manière avec le Rassemblement national. Alexandre Pedro, je viens vous entendre là-dessus. Est-ce que pour autant ça offre à Sébastien Lecornu un peu de répit? C'est pas le sentiment qu'on a avec les premières déclarations des leaders du RN aujourd'hui. D'ailleurs, le RN a bien fait comprendre que peu importe le locataire de Matignon, il censurait. Donc c'est pour ça que moi je pensais à un moment que Xavier Bertrand pouvait revenir dans le jeu, parce que finalement c'était un argument contre Xavier Bertrand et qui tombait. Donc la tâche de Sébastien Lecornu, c'est de parler à la gauche. Il faut pas que 25 députés socialistes censure son budget. On y reviendra sur la gauche, mais si je reste un peu sur le RN, parce que effectivement, il y a eu tous les leaders ou tous les ministres des gouvernements nommés par Emmanuel Macron n'ont pas eu la même attitude avec le Rassemblement national. Ça lui offre pas de totem d'immunité. Non, et d'ailleurs, il est aussi assez bien traité par la presse Bolloré. Il a fait beaucoup d'interviews au JDD, JD News, donc il a plutôt une bonne image auprès de cet électorat-là. Après, je ne sais pas si ça lui sera utile. C'est la vraie question. Jean-Sébastien. Je crois qu'il y a deux manières de le voir. Il y a le RN en tant que parti, si on raisonne sur Marine Le Pen, Jordan Bardella et les gens avec lesquels il serait amené à négocier. Je pense, vous l'avez dit, ça ne changerait pas grand-chose de toute façon. Et puis il y a le RN comme électorat. Et là, c'est autre chose, parce qu'il y a des gens qui sont au RN qui ne sont pas le cœur de cet électorat-là, des gens qui sont plus exaspérés. Que ces gens-là ne se sentent pas méprisés, parce que finalement, ce qu'exprime Marine Le Pen, elle avait dit vis-à-vis de Michel Barnier, elle avait redit vis-à-vis de François Bayrou, qui avait semblé respecter un peu plus cet électorat-là. Il y a une demande de respect. Quelqu'un qui ne dit pas à tous les coins de rue que le Rassemblement national n'est pas un parti républicain ou qui n'aurait pas vocation à gouverner, c'est entendu aussi par les électeurs très au-delà de la direction du parti. Ouais, avec une question d'un de nos téléspectateurs, Thomas de Paris. Sébastien Lecornu a de bonnes relations avec le RN et la droite modérée. Dans quelle mesure ces liens pourraient faciliter un compromis tout en respectant la ligne politique macroniste? C'est ça qui est intéressant, Lucille Schmitt. La fin de la question, tout en respectant la ligne politique macroniste. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur est-ce que oui ou non il va se placer ou amorcer une rupture? L'éléphant dans la pièce, c'est évidemment la réforme des retraites, en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien que le Rassemblement national veut l'abrogation, que la gauche veut l'abrogation. C'était dans le contre-budget socialiste, c'était prévu. Donc moi, je ne comprends pas comment il peut pratiquer une loyauté à Emmanuel Macron et en même temps faire des gestes vis-à-vis des oppositions. Surtout qu'aujourd'hui, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont clairement affiché la couleur. C'est dissolution, démission d'Emmanuel Macron. Donc, dans ce cas-là, à qui peut-il parler en dehors de son camp? Il peut parler aux socialistes, mais les socialistes étaient candidats pour occuper son poste. Donc, je trouve que le jeu est extraordinairement fermé et qu'on peut toujours imaginer des scénarios qui vont fonctionner. Mais à ce stade, je pense que Sébastien Lecornu a peut-être des mérites. Son premier mérite, c'est d'avoir été un apparatchik qui a été parrainé par Bruno Le Maire et qui ensuite a été un apparatchik parrainé par Emmanuel Macron. Moi, je me rappelle quand il était secrétaire d'État à l'écologie, je n'ai jamais été frappée de ses convictions. Alors je pense que le sujet, c'est une grande chance pour lui d'avoir eu un ministère des Armées parce qu'effectivement là-dessus, on peut trouver du consensus national.
Mais sur la réforme des retraites, ça va être assez compliqué de trouver du consensus. Je rappelle aussi que Gabriel Attal a pris des positions très fortes ces derniers jours pour dire qu'il faut s'ouvrir, ça voulait dire s'ouvrir vers la gauche, pas s'ouvrir vers le Rassemblement national. Oui. Donc au sein même de son camp... Il disait, c'était dans le Parisien, je crois, il faut que le président de la République... pratique l'ouverture... accepte de renoncer à un certain nombre de... Et donc on est dans une situation où au sein même du camp présidentiel, une autre ligne avait été défendue publiquement. Alors sur cette question de la rupture, encore et toujours, on propose deux réactions. D'abord, celle de Sébastien Chenu, qui était ce matin sur France 2, le vice-président du Rassemblement national, qui dit le cornu Macron, finalement, c'est le fils spirituel. C'est surtout le premier et dernier soldat de la Macronie. C'est surtout celui qui est ministre depuis l'élection d'Emmanuel Macron sans discontinuer, celui qui a validé, porté, défendu toutes les politiques macronistes, et en cela, il est le dernier avatar du macronisme. Il est la dernière cartouche que tire Emmanuel Macron, avec un côté un peu narcissique concernant Emmanuel Macron, dont on dit qu'il nomme son fils spirituel en politique, ce qui évidemment ne nous place pas dans de bonnes conditions pour l'accueillir. Et un peu plus tard dans la journée, c'était Jordan Bardella qui donnait une sorte de conférence de presse depuis le Parlement européen à Strasbourg, avec cette phrase, soit il y a rupture, soit il y a censure. Jean-Daniel Lévy, là, on va... Et alors là, j'élargis à l'opinion française. Les Français vont-ils juger Sébastien Lecornu sur sa capacité à rompre avec le macronisme ? Probablement, en fait. Il y a eu, à l'issue des élections législatives, des messages qui n'ont pas été clairs, mais un qui l'a été, c'est que les électeurs qui sont déplacés, et on peut rappeler qu'ils se sont déplacés en masse, les 2 tiers se sont déplacés, quand bien même il y avait le premier week-end des vacances scolaires au soir du deuxième tour, le jour du deuxième tour, que c'était une critique à l'égard d'Emmanuel Macron et de ce qui a été effectué depuis 2017, aussi bien sur la forme que sur le fond. Il y a depuis, avec aussi bien Michel Barnier que François Bayrou, le sentiment que le message qui a été exprimé au soir du deuxième tour des élections législatives n'a pas été entendu par le président de la République. Donc il sera vraiment jugé là-dessus sur y a-t-il ou pas un message émis de la part des électeurs qui est audible, reçu et retraduit politiquement. Là où l'affaire se complique, c'est qu'il n'y a pas eu un message qui a été émis de la part des électeurs, hormis celui de la critique à l'égard d'Emmanuel Macron. Il y a plusieurs messages, et un message qui est un message central, qu'on ne voit pas vraiment, mais que vous avez souligné assez rapidement, c'est que quand on pose la question benoîtement en disant « Qui souhaitez-vous arriver à Matignon demain ?», vous avez en tête Jordan Bardella. Et ça n'est pas une nouveauté, c'est une constante qu'on a depuis les dernières élections législatives et qui traduisent le mouvement d'opinion qui s'est opéré et qui a été initialisé pour partie en 2017 et qui s'est traduit par un tiers de l'électorat qui s'est déplacé au premier tour, je ne parle pas du deuxième tour, mais au premier tour des élections législatives, qui a voté pour un candidat RN ou de la proximité du Rassemblement national. Il y a cette pression qui existe et il y a effectivement cette tension qui va exister entre une pression d'une partie de l'opinion qui va dire « nous voulons que le Rassemblement national arrive aux responsabilités, qui aspire à une dissolution, etc. » Et puis, la traduction politique telle qu'elle peut s'effectuer au sein du Parlement, où, comme cela a été souligné, la petite majorité, ou en tout cas le fait d'éviter d'être censuré rapidement, ça peut plutôt se trouver sur la gauche de l'échiquier politique qu'à droite de l'échiquier politique. Effectivement, et si on s'intéresse à ce mot rupture, si on y consacre du temps, c'est parce qu'il était dans le discours de passation de pouvoir de Sébastien Lecornu à Matignon ce matin. Rupture de forme et de fond, a-t-il dit, venant de l'un des piliers de la Macronie, Jean-Sébastien, décrit comme particulièrement loyal envers le président. Est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à un moment de rupture ? Je ne vais pas faire de la psychanalyse sauvage en me mettant à la place de ce que injecte Sébastien Lecornu dans le mot. Moi, je pense que peut-être il pourrait y en avoir une, mais je ne vais pas tout de suite vous donner la réponse de ce à quoi je pense. Oui, c'est vrai, moi j'ai trouvé, peut-être un peu contrairement à vous, que même si le discours a été très bref, il était quand même porteur de quelque chose. D'abord, c'était une exécution cordiale, mais en règle, de François Bayrou. Il va falloir être plus sérieux, plus technique, plus créatif et justement ne pas hésiter à aller sur une rupture de fond. On a connu mieux. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que la rupture, on peut l'entendre de deux manières différentes. On peut l'entendre comme une opération mise au point avec le président de la République, qui a compris qu'il fallait lâcher du lest au moins de manière visible. Ils avaient organisé le grand débat ensemble, il ne faut pas sous-estimer ça. Ça fait partie peut-être aussi d'une forme de mise en scène de son arrivée. Donc ça pourrait être mis au point avec le président de la République ou une forme de menace qui plane sur la tête du président de la République, parce qu'on a beaucoup répété qu'il était loyal.
déloyale. Moi, je me souviens quand même que M. Lecornu, de tous ceux qui a trahi François Fillon, a été un de ceux qui l'avait fait le premier, sans attendre le résultat de l'élection, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec des propos qui étaient tout sauf amènes. Là, il est face à un parcours d'obstacles, et vous dites qu'il y a un certain nombre de clés à débloquer. Expliquez-nous. La première, c'est ce qu'on a évoqué, c'est ce sparadrap, idée, l'incarnation d'une forme de déni démocratique. Saura-t-il trouver son « lui c'est lui, moi c'est moi », comme Laurent Fabius l'avait fait. C'est là où la phrase de la rupture, on verra bien si c'est l'amorce de ça. Il peut y avoir de la com, il est plus provincial, plus arrogant, plus prudent sans doute aussi, parce qu'il ne sait pas avancer sur des sujets explosifs comme l'immigration ou autres. Il a toujours essayé de préserver ça. On verra s'il arrive à s'en dépatouiller. Alors, les autres clés, c'est avec justement ses partenaires, parce que plus que tous les autres, il dépend encore plus des contraintes de ses alliés ou adversaires potentiels, parce que plus on se rapproche de 2027 et plus les autres sont aussi sous pression. Avec les socialistes, de toute façon, moi ça me désole, mais enfin bon bref, je suis obligé de faire le constat, ils ont gagné une espèce de bataille des idées, il faut faire quelque chose sur la taxation des ultra-riches. La seule chose qu'ils pourraient faire, c'est quelque chose de symbolique, qui surtout n'abîme pas l'économie, on l'a vu en Norvège, ça a plutôt fait baisser les recettes, ou qui surtout n'abîme pas la croissance, parce que l'exemple, vous savez, de la start-up Mistral, vous avez des gens dont le patrimoine est virtuel en réalité, parce que c'est de la valorisation boursière. Donc ils pourraient leur donner quelque chose qui surtout respecte l'outil de travail. Bon, si j'ai bien compté, il nous manque 2 clés. Alors, la troisième, c'est quoi? Les 2 autres, on en a parlé un peu aussi, ce sont les LR. Les LR, qu'est-ce qu'il peut leur donner? De toute façon, il ne va pas faire des baisses d'impôts s'il essaye de séduire les socialistes par ailleurs. Donc vu que les gaspillages des uns sont perçus comme la saignée ultralibérale des autres, je pense que quelque chose, les low-hanging fruit, vous savez, comme on dit, le fruit le plus facile à ramasser, ça serait sur les agences, les fameuses autorités administratives de l'État, ce qui est une forme d'illusion. Là encore, ça n'est que du symbolique, parce qu'il faut bien comprendre que les agences, ce sont 2 choses. Des budgets de fonctionnement, ils disparaîtraient si on en supprimait certaines. Puis les budgets qu'elles gèrent, vous supprimez l'ADEME, le budget il sera juste géré par le ministère de l'Environnement. Bref, c'est du symbolique. La dernière clé, celle du RN. Là encore, ça ne servira certainement pas à grand-chose. Vous l'avez rappelé, Jordan Bardella a dit, c'est soit rupture, soit censure. De toute façon, ils veulent aller à la dissolution. Juste, ils veulent pas le faire tout de suite parce qu'ils veulent pas qu'on les confonde avec les insoumis. Donc, ils feront semblant à certains temps. Peut-être peut-il leur donner une idée qui leur permette de faire un peu semblant. Une piste facile, puisque c'était déjà dans le budget proposé par François Bayrou, l'AME, l'aide médicale d'État, sachant que là encore, c'est largement du symbolique, puisque les estimations qui en sont faites surestiment tout. On continuera toujours à soigner les gens. Mais en conclusion, c'est là où je dis, moi j'ai peut-être mon idée de la rupture, c'est que finalement, oui, personne ne se nourrit de symboles, ni vous ni moi, pas plus que l'État pour boucler ses fins de mois. Mais la vraie rupture, ce serait peut-être que Sébastien Lecornu, par sa modestie, arrive enfin à distiller un peu plus de culture parlementaire dans ce pays. Et effectivement, sans que ce soit une rupture de fond, une rupture de forme, on présidentialise et on travaille plus avec les partis représentés au Parlement. Oui, alors ça, c'est ce qu'il va essayer de faire, Lucille Schmitt, puisqu'il ouvre sa porte. Il y a eu un certain nombre de familles politiques déjà reçues. Il y en aura d'autres. Moi, j'ai un peu l'impression que le scénario est écrit d'avance. Est-ce qu'il peut trouver, on peut reprendre la liste de Jean-Sébastien, mais un certain nombre de mesures symboliques pour ramener, on va commencer par la gauche, à une table de discussion et à un possible accord de non-censure? Ce qui est très compliqué, c'est donc cette nomination intervient, on l'a dit, un jour de blocage, qui en plus nous avait été annoncé et réannoncé. Donc là-dedans, il y a presque un pied de nez fait par rapport à cette manifestation sociale. Alors c'est peut-être un choix politique et l'idée d'accélérer le calendrier. Mais par rapport à ce que vous disiez sur la vie parlementaire et la modestie, oui, sauf que l'ensemble des partis politiques et de ceux qui comptent au Parlement sont contre lui, en fait. Et donc, de la même manière que François Bayrou, la chute était annoncée, là, on se demande déjà si... Mais sous pression, oui, eux-mêmes. Mais la question qui est posée, c'est qu'en fait, ils restent tous dans une forme d'irresponsabilité, puisque de toute façon, ils ne vont pas participer au gouvernement. Oui. Et donc, quel va être le gouvernement de Sébastien Lecornu? Là, il reçoit les partis. Ils vont tous lui dire, de toute façon, qu'ils resteront dans leur position. Chacun va camper sur ses positions. Et lui, il va peut-être dire, je vais faire des ruptures de fond et de forme. Mais enfin, on ne sait pas en quoi ça consiste. Et ensuite, il va annoncer un gouvernement. Et là, on va regarder qui est là. On va s'apercevoir que le pouvoir est toujours aussi rétréci. Parce que je ne sais pas qui veut entrer au gouvernement aujourd'hui. Peut-être des personnalités de la société civile, peut-être les usual suspects, peut-être toujours les mêmes. Mais si ça donne le sentiment d'être toujours les mêmes, je ne vois pas pourquoi le même scénario ne se reproduirait pas. Ouais. Et je pense que, moi, en tout cas, je pense que s'il veut faire quelque chose par rapport à ce que vous disiez sur les ruptures, il doit élargir le champ. Le sujet, c'est qu'il doit s'adresser aussi à la société, pas seulement au fond, au Parlement. Peut-être qu'il veut faire du parlementarisme, mais ça ne va pas marcher.
marché. Donc le sujet, c'est qu'il s'adresse aussi à la société et pourquoi pas à la jeunesse. Là-dessus, je trouve que François Bayrou n'avait pas trouvé le ton juste et qu'il n'avait peut-être pas été très sérieux, mais l'idée d'élargir le champ me semble être un point sur lequel il pourrait convaincre. Parce qu'ont retenu les Français du budget proposé par François Bayrou, un sentiment d'injustice, c'est d'abord ça? Ah oui. Et en fait, c'est assez frappant de voir que, contrairement à ce qu'on a pu lire ou entendre, les Français sont quand même préoccupés par la question de la dette et des déficits. Ça évolue dans le temps, mais je rappelle qu'en 2012, quand François Hollande a été élu président de la République, la question de la dette et des déficits était la deuxième motivation de vote des Français, dans un contexte post-Lehman Brothers, dont on voyait les conséquences concrètes pour les individus dans un certain nombre de pays, et notamment la Grèce. Au moment du diagnostic qui a été porté par Michel Barnier, cette préoccupation a accru, elle a accru nettement, et elle était arrivée à un niveau qui était un niveau élevé lorsque François Bayrou a fait sa conférence de presse le 15 juillet. Il y a eu un effet qui a été un effet contre-productif d'un point de vue d'opinion sur l'urgence à agir pour la dette, parce qu'un mois plus tard, il y avait 10 points de moins de Français qui déclaraient qu'il était urgent d'agir concernant la dette et les déficits. Pourquoi ? Si c'est nous demander à nous beaucoup d'efforts et pas suffisamment partagés. Il y avait de ça. On sait qu'il y a une tendance de manière générale dans toutes nos enquêtes d'opinion à considérer que c'est aux autres et essentiellement aux riches ou aux ultra-riches de payer, notamment autour de la notion d'égalité, mais on ne va peut-être pas s'appesantir là-dessus. Le deuxième aspect, c'est que la suppression de 2 jours fériés a phagocyté tous les débats. Tant et si bien que quand on teste la mesure quelques semaines après l'annonce par François Bayrou, on a 55% des Français qui ne sont pas opposés à cette mesure, mais qui sont tout à fait opposés à cette mesure. Et donc il y a un regard qui a fait que toutes les autres propositions et les orientations et la finalité étaient obérées par le regard et par cette crispation, amenant à considérer qu'il y avait une forme d'injustice majeure dans la société française, de faire travailler des Français qui, à leurs yeux, n'étaient pas responsables et encore moins coupables de la situation qui était perçue. Oui, d'ailleurs, on avait imaginé, à ce moment-là, on était encore à l'antenne mi-juillet, que ces 2 jours fériés, c'était une marge de négociation pour François Bayrou avec les socialistes, qu'il allait en lâcher 1 ou 2 pour continuer de s'acheter une non-censure. Bon, bref, ça n'est pas arrivé. On va écouter les socialistes aujourd'hui. Olivier Faure, premier secrétaire, pourrait-il discuter d'un accord de non-censure ? Je ne refuse jamais la discussion. Simplement, je le dis aussi nettement que je dis que j'irai discuter, que si j'ai le sentiment que nous sommes baladés, que les Français sont baladés, parce que au fond, la seule chose qui m'intéresse ce matin, c'est de savoir comment nous allons répondre à ce mouvement qui est en cours, à ce mouvement qui viendra le 18 septembre à l'appel des grandes centrales syndicales. Comment est-ce qu'on répondra aux angoisses de ce pays, qui est un pays divisé, d'une certaine façon déprimé, en burn-out, et donc comment est-ce qu'on fait pour leur répondre ? Si la réponse est une réponse qui est une réponse positive, eh bien, j'accompagnerai cette réponse. Si cette réponse est une réponse qui est la même que celle qui est formulée depuis 8 ans, alors je censurerai et donc nous irons vraisemblablement vers une dissolution. Alexandre Pedro, pensez-vous que les socialistes, parce que pour l'instant il n'y a pas le mot censure dans les discours d'Olivier Faure depuis 24 heures, mais vont-ils laisser quand même un peu de temps à Sébastien Lecornu ? C'est la question centrale que tout le monde se pose. Ils vont lui laisser un peu de temps, mais pas beaucoup de temps. Et il faudra bien que Sébastien Lecornu lâche quelque chose aux socialistes. Effectivement, sur la taxe Zuckman, philosophiquement, la gauche a réussi quand même à enfoncer un coin là-dessus. Donc peut-être c'est pas la taxe Zuckman qui sera dans le budget, ce sera quelque chose d'autre qui peut se rapprocher dans l'esprit. Est-ce que la droite l'acceptera ? Parce que la droite, elle dit un peu, elle veut imposer ses lignes rouges, mais si elle veut que ce gouvernement dure, ce gouvernement où elle veut participer, il va quand même bien falloir faire des compromis avec les socialistes. Et ça, j'ai quand même du mal à savoir si elle en est capable. Alors, sur les discussions qu'il y a eu tout à l'heure à Matignon, apparemment, la droite serait plutôt prête à lâcher l'aide sociale unique qu'elle voulait mettre en place, qu'elle demandait à François Bayrou. Voilà, elle a peut-être quelques petits compromis qu'elle pourrait lâcher pour ne pas braquer les socialistes. Oui, effectivement, avec cette question de Bastien qui nous écrit de Montpellier, Lecornu doit éviter le 49.3 pour convaincre les oppositions, notamment le Parti socialiste. Est-ce que c'est possible de faire passer le budget ? Lucile Schmitt, 149.3, ça va être
Ça va être très compliqué. Bon, en même temps, ça provoquerait une censure. Donc, oui, mais ce que vient de dire Alexandre Pedro, et je souscris, c'est-à-dire la question, c'est comment on change le budget qui est proposé. C'est-à-dire que on est dans la seringue en termes de timing, en termes de processus, mais il est évident qu'il faut faire une concession par rapport aux socialistes. Et c'est vrai que... Mais c'est vrai que les socialistes demandent au Premier ministre de renoncer au 49.3. Ça fait partie des... Oui, je sais, ça faisait partie aussi de leurs engagements. Ils avaient dit qu'eux, s'ils étaient au pouvoir, ils ne le feraient pas. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas renoncer à l'avance au 49.3. Je crois que ce qui est important, plus que la procédure parlementaire, c'est le contenu. Encore une fois, moi, je suis partisane du fait de s'adresser... alors, tout le monde dit, je m'adresse aux Français, et puis on voit bien que chacun revient à son petit corporatisme. Donc, tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à élargir le cercle, et surtout à sortir une mesure qui soit comprise, que ça a été dit par Jean-Daniel Lévy, comme une mesure de justice sociale. On ne va pas revenir sur l'équité, l'égalité, mais la question du fait que les riches ne payent pas assez... Et en fait, il faudrait discuter d'ailleurs sur qu'est-ce qu'on qualifie de riche, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu le grand sujet du débat. Lorsqu'on parle de taxe Zucman, on voit bien que c'est les très riches, et c'est là-dessus que les socialistes, d'ailleurs, ont, comme vous le disiez, enfoncé un coin, au sens où ils ont été très habiles, parce qu'au fond, il y a des gens qu'on peut qualifier de riches qui votent socialistes. Donc, comment ça se passe et quelle est la mesure aussi que Sébastien Lecornu peut proposer sans qu'Emmanuel Macron considère que sa politique de l'offre, son ruissellement et le MEDEF ne soient pas contre lui. Alors la taxe Zucman, c'est les très très riches, c'est au-delà de 100 millions d'euros de patrimoine. Ça ne peut générer que de la déception, parce que la réalité, pour préserver, je vous le disais tout à l'heure, pour préserver l'économie française, parce qu'il faut bien comprendre qui sont les très très riches. On ne parle pas juste des moyens riches, des gens... Les très très riches, en général, leur richesse, elle est assise sur leur outil de travail. C'est parce qu'ils ont créé une entreprise ou qu'ils sont propriétaires d'une entreprise ou actionnaires d'une entreprise. Et donc, s'il y a cette taxe, ils vont partir ? Mais ils peuvent partir, les sièges sociaux peuvent déménager. On l'a vu dans d'autres pays. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a plutôt fait baisser les recettes fiscales. Et donc après, une fois que vous descendez de cette catégorie-là, parce qu'il se trouve, mais c'est la vraie réflexion à avoir, François Bayrou l'a évoqué, mais sans aller au bout. Il a parlé de l'Irlande, vous savez, en disant, il y a des paradis fiscaux comme l'Irlande et le Luxembourg. Mais oui, mais le problème, c'est que ça existe. Donc est-ce qu'on veut revoir les traités européens ? Est-ce que, y compris pour des gens... Mais oui, mais c'est la seule question. C'est la seule question valable, c'est que de toute façon, entre le Bitcoin et la liberté des mouvements de capitaux, de toute façon, ça sera très compliqué sur les très très riches. Une fois qu'on a dit ça, on retombe juste sur les justes riches. Et si vous retombez sur les classes moyennes supérieures, vous retomberez dans le ras-le-bol fiscal. Je voudrais juste faire une petite insiste, c'est rappeler que la taxe Zucman a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, et pas seulement du fait du Parti socialiste. Et donc, on est renvoyé à ce moment-là à une forme d'irresponsabilité parlementaire, peut-être, où on vote un texte, et ensuite, on laisse... je dirais, le patronat, ceux qui sont contre, expliquer qu'on ne peut pas le mettre en œuvre. Alors, il y a un moment où il faut aussi que la responsabilité parlementaire consiste à donner une cohérence à ce qu'on vote. Mais pas seulement le patronat, juste d'un mot, parce que très clairement, c'était présent de dire, OK, ils vont le voter, comme la loi immigration, puis de toute façon, on s'en fiche, le Conseil constitutionnel va le défaire derrière. Et ça aussi, c'est un vrai problème français. Bon, il y a dans les propos d'Olivier Faure, la toute fin de sa déclaration, il dit, si la réponse est la même que depuis 8 ans, alors je censurerai, nous irons vraisemblablement vers une dissolution. En quelque sorte, dernière cartouche avant dissolution, Jean-Daniel Lévy. Est-ce que la part des Français qui réclament une dissolution continue de progresser au fil du temps ? Absolument. Et dans le cadre de l'enquête dont on a parlé tout à l'heure, qui a été réalisée pour RTL, on voit de manière très nette qu'on a aujourd'hui plus de 6 Français sur 10 qui sont favorables. On avait sensiblement un Français sur 2 qui était favorable à ce niveau-là. Il y a de cela quelques mois. Donc on a cette progression. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des éléments qui sont des questions qu'on se pose avec les mêmes enjeux, les mêmes problèmes, les mêmes positions, en gros, depuis 1 an et demi. Et puis, 2-3 aspects qu'on peut être amené à évoluer. Globalement, comment trouver une majorité dans une Assemblée nationale pour laquelle la majorité est introuvable. Cette question, je pense qu'on n'arrivera jamais à la résoudre jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle Assemblée nationale. Et puis, le deuxième aspect, il y a quand même l'enjeu de la dissolution, dont on s'était dit que jamais Emmanuel Macron la mettrait en œuvre. Il l'a mise. Et qu'on a un peu le sentiment où c'est retenez-moi ou je fais un malheur. Et malgré tout, et du côté des LR et du côté du Parti socialiste, les uns comme les autres, au fond d'eux-mêmes, ne souhaitent pas la dissolution. Parce qu'ils ont fait leurs calculs pour des raisons diverses et ils pensent qu'ils ont peut-être plus à perdre qu'à gagner, notamment du côté du Parti socialiste, parce que quelles que soient les configurations, que ce soit avec LFI ou sans LFI, les premières projections laissent entrevoir qu'ils perdraient quelque chose. Donc il y a l'idée de se dire je vais essayer de mettre la pression le plus loin possible, mais surtout j'aimerais bien ne pas avoir à actionner un bouton qui au final
nationale se retournerait certes contre l'exécutif, mais également potentiellement contre moi. Alors, pour la composition de son gouvernement, on a le sentiment que pour l'instant, Sébastien Lecornu parle du quoi, qu'est-ce qu'on va faire avant le qui sera nommé, j'ai dit pour l'instant, à tel ministère. Ça, parce que je vois votre mou, hein, Alexandre Pedro. Il y a Véronique de Lille qui nous demande est-ce que quelqu'un est déjà pressenti pour composer le gouvernement de Sébastien Lecornu? Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui souhaiteraient y rester, par exemple Gérald Darmanin. Si je reste au gouvernement, c'est mon souhait. Je n'ai pas d'autre envie que de rester au ministère de la Justice, pour lequel je pense depuis 9 mois j'ai fait un travail très important avec les agents et les magistrats. Les prisons de haute sécurité, je pense qu'en 6 mois on montre qu'on peut faire concrètement des choses pour les Français. Il y a l'ordonnance de sûreté pour les enfants. Il y a le divorce avec la garde d'enfants en résidence alternée par principe. Il y a le projet de loi pénale avec beaucoup plus de fermeté que je porte, je l'espère, avec Bruno Retailleau. Donc oui, je souhaite, et mon avenir, je le souhaite, est au ministère de la Justice. Je ne souhaite pas faire du tourisme ministériel. Je ne souhaite pas faire du tourisme ministériel. On rappelle que, je crois, Sébastien Lecornu était témoin au mariage de Gérald Darmanin. Divorce, premier mariage. Voilà, premier mariage, et c'est le parrain de l'un de ses enfants. Enfin bref, ils sont assez proches, ils sont amis. Derrière ça, il y a quand même une question. Alors là, on est vraiment dans le qui. Le risque, Alexandre Pedro, on reprend les mêmes et on recommence, quoi. C'est quand même un vrai risque qui pèse sur Sébastien Lecornu. Si on n'arrive pas à ouvrir, s'il n'arrive pas à ouvrir sur la gauche, alors il va prendre des personnalités un peu comme François Sabine, Juliette Méadel, mais ça ne change rien à l'équation politique. Et donc pourquoi changer pour la 6e fois en 1 an et demi de ministre de la Santé, par exemple? Enlever un LR pour mettre en horizon, mettre en horizon pour mettre en Renaissance, ça ne change rien. Oui, donc, c'est aussi l'argument d'une Elisabeth Borne qui dit qu'il y a eu une valse de ministres à l'Éducation nationale, il faudrait un peu... Sous la 4ème République, par exemple, les présidents de conseil changeaient beaucoup. Tous les 30 jours, 2 mois, mais les ministres restaient. Donc peut-être on est dans une configuration de 4ème République où pourquoi changer les ministres mais après, voilà, il a peut-être besoin d'un effet waouh, d'un Valls, d'un Dati sur le gouvernement Attal. Mais bon, voilà, on reste dans l'ordre du casting pour l'instant. Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un effet waouh de dingue quand Manuel Valls est rentré au gouvernement. Mais bref. Mais c'était la prise de gauche. Pas ça pour être désagréable. C'était présenté comme une prise de gauche. Il y a quand même... Alors, si on essaye de s'appuyer sur les enquêtes de notoriété, même pas de popularité, mais de notoriété, il y a quelques poids lourds LR qu'ils pourraient souhaiter garder. On peut imaginer ça, Jean-Daniel. Oui, il y a quelques poids lourds LR, au premier rang desquels Bruno Retailleau, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est un ministre de l'Intérieur qui est identifié en tant que tel. C'est le ministre aujourd'hui qui bénéficie non seulement de la notoriété, mais également de la popularité ou de la confiance qui est la plus élevée. Et puis, accessoirement, il est quand même président des Républicains, donc c'est peut-être quand même mieux de ne pas le froisser, surtout si on cherche à créer un certain nombre d'alliances. Après, c'est assez frappant de voir que les autres ministres n'ont pas toujours clairement identifié. Il y a certes Rachida Dati, mais elle va peut-être entrer en campagne à Paris. Ça peut être aussi une occasion pour elle de sortir. Et puis, sans vouloir être injurieux à l'égard des autres, en fait, c'est plus difficile pour eux de pouvoir clairement les identifier, hormis ceux que vous avez évoqués, éventuellement, évidemment, Elisabeth Borne et autres, en fait, les anciens premiers ministres. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est assez frappant, c'est que s'il y a eu un effet par le passé, un effet waouh ou ouah peut-être sur les précédents gouvernements, ça a duré quelques heures, quelques jours éventuellement, mais ça n'a pas eu d'incidence extrêmement forte sur la perception globale de ce que peut être le gouvernement, qu'on le veuille ou non. Celui qui dirige l'ensemble du pays aux yeux des Français, c'est Emmanuel Macron. Et il y a pu avoir des personnalités qui ont été un peu différentes, etc. Mais que globalement, ce sont des acteurs qui mettent en place la politique telle qu'elle a été définie par Emmanuel Macron. Et on a épuisé les cartouches marketing, entre guillemets. On a essayé le très jeune, Gabriel Attal. Du reste, Sébastien Lecornu est assez jeune aussi, moins de 40 ans. On a essayé une femme. Enfin bref... Je ne suis pas sûr que dire on a essayé les femmes soit la même chose que... Bon, enfin bref, soit seulement un argument marketing. Mais comprenez-moi bien, justement, parce qu'il y avait beaucoup de sexisme vis-à-vis d'Elisabeth Borne. Vous savez, notamment quand on disait il faut qu'elle reste au moins un peu plus longtemps, parce que c'était la réduire à son statut de femme plutôt qu'à la personnalité politique qu'elle est. Non, moi, je voulais... Tout dernier mot, 20 secondes. Tout dernier mot, je trouve quand même assez paradoxal ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que grosso modo, il faut compter sur les poids lourds LR, et puis en même temps, il faut faire l'ouverture vis-à-vis du Parti socialiste. Donc l'équation est impossible. Ça est absolument impossible. Oui, bien d'accord. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Vous pouvez retrouver nos débats sur publicsénat.fr, nous réécouter en podcast. Et on se retrouve demain, 18h, 22h. D'ici là, belle soirée à toutes et à tous.